Allez, c'est parti, deuxième épisode de la saison 2 de Aderaba. On va parler aujourd'hui d'un... Jérémy venait de me demander avant qu'on commence, il m'a dit Aderaba, c'est que sur toi ou c'est aussi sur les autres? Je lui dis c'est exactement le sujet sur lequel on va parler aujourd'hui. J'avais prévu de parler de... Tu as commencé à lire je sais pas si tu l'as fini, le livre du Rav Non, Besançon. je suis au quart à peu près. Et à Voilà. l'introduction. Vive la vie. Sur le Shmirat Halashon. Mais en tout cas, ça c'est sûr tu l'as lu parce que c'est dans l'introduction. Et je pense que Contrôle surprise. c'est extraordinaire ce qu'il a écrit. Regarde, tu vas dans l'introduction, c'est page 24. Je me sens un peu seul là, je t'avoue. Non mais je t'en ai parlé. En fait, c'est très bien que tu saches pas, comme ça on explique, comme ça tout le monde 24, comprend. chez moi, c'est pas l'introduction, page 24, mais Page 24. Bah, pourquoi les gens colportent-ils? C'est que tu veux oui, dire première partie. Ouais. Ok, ouais. Ça, il a écrit un livre sur le Shmirat Halashon, le Rav Besançon, et il t'explique à la base, pour commencer le livre, pourquoi il écrit ce livre. C'est-à-dire, il y a plein d'écrits sur les halachot, sur le moussar, pour le Shmirat Halashon. Qu'est-ce qu'il vient apporter avec un nouveau livre? Alors, et il t'explique dans cette partie-là pourquoi tu as besoin de la Torah de Rabbeinu pour pouvoir être sauvé du Lashon Hara. Il dit dans cette partie-là, il explique pourquoi est-ce que les gens disent du Lashon Hara. Il dit il y a trois raisons. Ok. Il dit la première raison, il dit c'est pour disqualifier une personne gênante. Ok. C'est quelqu'un avec qui tu veux te défaire, tu veux enlever cette personne est un problème pour toi, donc tu veux l'éloigner et la disqualifier. Par exemple, il dit un commerçant qui est jaloux de sa concurrence, il va dire du lashon hara pour critiquer sa marchandise. Donc si il a des clients, il va parler mal de sa concurrence. Grâce à ça, il va baisser la concurrence. Donc ça, c'est une raison pour laquelle les gens ils disent du lashon hara. C'est pas que dans le commerce, hein, c'est dans tous les aspects de la vie. La deuxième raison, il dit, c'est pour acquérir une bonne conscience ou se disculper face à des faits où le parleur ressent une gêne. C'est-à-dire le type il a des problèmes avec sa conscience, il a un gêne quelconque, alors il va dire du lashon hara pour enlever ce gêne qu'il a. L'exemple. Il est parfait, là. L'exemple. Tu dis quoi, Manu? J'ai dit l'exemple qu'il donne là dans le livre, il est parfait pour comprendre. Voilà, ça. il dit celui qui est, il dit avaricieux, okay, le type qui est radin, qu'est-ce qu'il va faire pour enlever ce sentiment qu'il est, qu'en fait, quand quelqu'un lui demande de l'argent ou qu'il aide pas assez son prochain, alors il va traiter le pauvre de paresseux pour se donner un prétexte pour ne pas lui venir en aide. Donc ça, c'est la deuxième façon. Donc soit c'est pour rabaisser les autres, pour les éloigner, soit c'est pour enlever son sentiment de culpabilité. Et la troisième raison pour laquelle quelqu'un dit du lashon hara, il dit c'est pour réparer le monde. Parce qu'il croit qu'en parlant, il dit pour améliorer les choses qui sont dans le monde, il dit que la façon de le faire, c'est de trouver le mal, l'extraire et le détruire. Ok? Donc il dit ça, il va dire du mal pour pouvoir détruire ce mal. Ok? Tu as compris? Donc la troisième façon, c'est que ça vient d'une bonne volonté. Et
Et en fait, ce troisième élément, ça s'appelle d'où il vient. Il vient du point de Mashiach que chacun il a en lui. Chacun il est venu dans ce monde pour réparer le monde. Ok, donc chacun il a des choses à réparer en fonction de son niveau, mais tout le monde a en lui un Mashiach, donc qui doit développer et qui doit accomplir. Soit il doit se sauver soi-même, soit il est plus grand, il doit sauver sa femme et ses enfants. Après, il y en a qui sont plus grands, c'est une communauté. Il y en a qui sont jusqu'à ce que Mashiach il sauve tout le Ham Israël et toutes les générations. Donc chacun il a Mashiach en lui. Mais à l'intérieur de lui, ce Mashiach, il a cette volonté, parce que c'est son but, de réparer le monde. Quand tu te dis réparer, c'est ma mâche bonne volonté ou c'est... Tu connais quand on essaye de réparer une histoire en mode... Le Lachon Hara, il est facile. C'est quand il y a une petite histoire entre deux personnes. Tu essayes d'arranger la situation. Je reformule. C'est une vraie bonne volonté, la troisième, ou c'est une mauvaise volonté habillée? En fait, toutes les choses, en fait, d'où elles viennent quand tu vas à la racine, c'est-à-dire le mal, en fait, c'est quoi sa racine? En fait, c'est un excédent de lumière. C'est-à-dire, au fond, il y a que du bien. Mais quand ça se manifeste, en fait, ça peut détruire. En fait, un trop de bien, en fait, c'est du mal et ça peut détruire les choses. Donc, à l'intérieur, tu dois savoir qu'un yid, il a que bémet à l'intérieur de lui que la bonne volonté, mais elle se manifeste dans des mauvaises choses. Okay. Et donc, en fait, ce qu'il dit... Elle s'exprime de manière maladroite pour plusieurs raisons, sans rentrer trop dedans, mais c'est-à-dire, en gros, ce qui fait que pourquoi ce bien, il se manifeste pas tel qu'il est, c'est-à-dire comme du bien, c'est qu'il est mélangé avec plein de choses. C'est par rapport à ce que tu demandais, Jérémy, c'est que, oui, on a tous, a priori, même au moins un petit pourcentage de vraie bonne intention quand ça arrive, tu vois, ce genre de réprimande et tout, mais c'est mélangé avec plein de choses, avec aussi le fait que l'autre me dérange, que ça empiète sur mon plan, sur ma vision. La jalousie, la colère, la gavage. Il y a plein de choses qui se mélangent et donc ce bien-là, il est corrompu. Mais à l'origine, ce qu'il dit Nissim, c'est ça, c'est qu'à l'origine, ce bien-là, il part d'un point messianique, quoi. C'est quelque chose de vraiment pur, normalement. Et donc, il dit, dans cette introduction, il dit que les deux premières catégories de la Shonara, si quelqu'un il prend une bonne décision, il est ferme et il dit plus de la Shonara, il étudie des halachot, il étudie du moussar, il dit qu'Iverol c'est simple de plus tomber dans ça. Quelqu'un qui s'élève un petit peu du côté moral, il va facilement ne plus retomber dans la mesquinerie, quoi. Mais le troisième, puisque ça a à voir avec le côté de Mashiach qui est en lui, c'est très très fin et c'est impossible. Il te dit impossible à vaincre sans la lumière de la chassidoute. Parce que c'est là qu'arrive le Inyan de Aderaba. Parce qu'en fait, si tu veux vaincre, tu dois te battre contre le Mashiach qui est en toi. Ok? Comment tu fais Pourquoi elle est très très dure, la faire? Parce que ça vient d'une Nekuda la plus haute qu'il y a en toi. Et c'est de ton but. Et ça veut dire vaincre cette envie-là. Ne pas dévoiler trop de choses, ne pas dire des choses qui pourraient être des vérités. Pour Bémet, tu as envie de réparer les choses. Tu tombes très, très facilement il dit de regarder, épier les actions des gens, si c'est bien ou pas, si c'est pas bien. Et après, plus le type il se renforce, plus il voit de la lumière, plus il se rend compte du shaker qu'il y a dans le monde. Et donc, plus il se rend compte que partout, il y a du shaker, et partout, même chez lui, il y a du shaker. Et ce Nekuda de Mashiach, elle peut le détruire lui-même, en plus. Il dit dans
Alim les Troufa, il dit à son fils, il lui dit, la raison pour laquelle tu es loin d'Hachem, c'est parce que ton émet, il est trop fort. Et tu veux trop. Il lui dit le Pirkei Avot. Il lui dit Al titzdaq arbe, ve'al tirsha arbe. Ne sois pas trop un tzaddik et ne sois pas trop un rachat. Et il dit comme ça, Rabbi Nathan, il lui dit Al tirsha arbe ki tzidakta arbe. Ne sois pas trop un rachat. Pourquoi? Parce que tu as voulu être trop un tzaddik. Parce que les gens, en voulant faire le bien, en voulant être trop bien, ils font tout le contraire. Tout le contraire. Et il commence avec lui-même. Il dit la raison pour laquelle il le réprimande. Tu t'es arrêté, tu t'es éloigné du Limud Torah, et c'est pas du tout le derrière. Il lui dit pourquoi tu fais tout ça? Parce que tu veux trop. Tu veux trop être un tzaddik. Donc les gens, à vouloir trop être des tzaddikim, ils tombent dans tout le contraire. Il y a dans les... Ça me fait penser à un truc que tu dis. J'ai lu ça dans Myrtav Miyaou, je crois, il y a très longtemps. Tu te rappelles, Mani? Ah bah t'as Emmet. Non, pas celui-là. Pas celui-là. Sur la faute des Meraglim. Ah. Il explique la faute des Meraglim là-bas. Il dit elle était où leur faute et comment Moshe il l'a pas vu venir. Alors il explique en fait que Hachem, il avait dit dans les psukim d'avant, il avait dit quand tu arriveras, j'ai pas les mots exacts, ouais, mais il avait dit quand tu arriveras en Israël, tu pourras prendre tous les trésors des peuples qui sont partis, etc. et tu t'enrichiras, etc. Et qu'est-ce qu'ils avaient vu, les explorateurs? Ils avaient entendu que pour ne pas que la parole d'Hachem elle s'accomplisse, ils avaient enfoui leurs trésors. Les gens. Donc ils ont dit à Moshe, regarde, on n'a pas envie qu'Hachem il a dit quelque chose et que eux ils sont été Mechalel et Davar. Alors nous on veut juste aller en Israël pour déterrer les trésors, pour que la parole d'Hachem elle s'accomplisse. Ils voulaient faire, comme tu dis, trop de bien. Tu vois. Et B'Etzem, leur kavana, elle était... Eux, ils pensaient que c'était une bonne kavana, mais après, ils sont tombés dans ce dans quoi ils sont tombés. Et Rav Dessler, il explique comment ça se fait que Moshe, il n'a pas pu venir. Parce que même Moshe Rabbeinu, il peut pas voir la Nekuda de là où tu te trompes pour quelqu'un d'autre. Il peut voir pour lui, mais pas pour quelqu'un d'autre. Genre, si tu te mens à toi-même, il y a que toi qui peut réparer. C'est pas, on va pas te dire la vérité pour toi si toi tu cherches à la cacher, tu vois. Il dit tu peux te mentir que à toi-même. D'accord. Rabbi Nathan, ils ont essayé, Mamash, de faire le bien il dit de ça ouf. beaucoup. Et en fait, non, ils ont cherché à faire trop, on t'a rien demandé. Hachem, c'est ce qu'il fait. C'est pour ça, c'est un bérour, c'est Gesher Tzarmeod. Tu peux te tromper, mais c'est tellement fin. Et ça tombe après dans de la gassoute, hein, après, quand ça tombe. Hein. La vérité, c'est quelque chose de très très puissant. Donc elle peut tromper. Il y a beaucoup de diborim de Rabbeinu et de Rabbi Nathan sur ça. Rabbeinu, il a dit, il me semble que déjà toutes les guerres, elles sont faites au nom du Hémet. Toutes les guerres dans le monde, elles sont faites au nom du Hémet. C'est-à-dire, il y a personne qui part en guerre en pensant qu'il a tort. Il y a personne qui part en guerre en disant je suis le grand méchant. On est les méchants. Non mais c'est vrai. Et on va combattre les gentils. Poutine, quand il attaque l'Ukraine, il se dit pas je suis le grand méchant et c'est comme ça. Et tu sais, il est pas derrière. C'est pas dans Inspecteur Gadget avec son petit chat qui caresse. Alors, lui, il est persuadé que l'Ukraine, elle lui revient. Pour lui, c'est son Hémet. Mais il y a un autre Hémet de l'autre côté qui dit non, rien à voir. Donc, ouais, c'est le terre d'enfer. Et Rabbeinu, il dit toutes les guerres, elles sont faites au nom du Hémet. Et il y a un autre dibour aussi où il dit que combien les tzadikim, ils ont tué des gens avec le Hémet et que lui, il doit les ressusciter. Parce que les tzadikim, ils ont tué des gens. Ouais. Parce que c'est. En fait, c'est le concept du Hémet et du Hémet Lamito, mais sans rentrer trop dedans. C'est qu'en fait, le Hémet, la vérité authentique, elle est relative. Parce qu'elle est composée de plein de vérités différentes, mais ces vérités différentes, c'est que des fenêtres, des aspects de la vérité. Et donc, quand on est bloqué sur un seul aspect, alors ça reste au niveau de l'intellect, on est persuadé qu'il n'y a que ce chemin.
Mais quand la vérité, elle passe dans un niveau qui est pas dans l'intellect, qui est au niveau de l'inspiration, qui est au niveau du cœur, alors à ce moment-là, elle s'élève et on se dit, bah en fait, il y a plus grand. C'est-à-dire que moi, je pense que le moyen de réparer cette chose ou d'arrêter ce carnage, c'est d'aller parler à la personne et lui dire, écoute, tu fais n'importe quoi. Mais il est possible que ce soit pas du tout le chemin. Il est possible que justement, en faisant ça, j'aggrave la situation et que moi-même, je m'enfonce dans un bourbier. Donc, il y a C'est possible aussi que tu te trompes complètement. Donc, c'est ça le Inyan de Shmirat HaLashon. Donc, pourquoi quelqu'un, il voit son émet d'après lui ce qu'il voit, et il croit qu'il a toutes les informations, et il croit qu'il est Mashiach qui va sauver le truc. Mais en fait, il peut se gourer complètement. Et c'est ça qui t'explique en fait. Pourquoi tu as besoin de la Chassidut, tu as besoin de Mishon Freiler en fait. Parce que toi, ce que tu vois et ton émet à toi, pour pouvoir le jeter complètement, il faut Mishon Freiler. Et là, tu arrives, en fait, il t'explique dans ce livre-là que la Shmirat HaLashon, pour arriver à la Shmirat HaLashon, il faut arriver dans un état de subconscience, de supraconscience, de voir que au-dessus, déjà, il faut annuler complètement ce que tu vois et tu vas dans une autre dimension. Et cette dimension-là, c'est Mishon Freiler. Tu dois savoir que tu sais rien. Et combien de fois le Rabbi Shlomo Karlebach, tout le temps, il raconte des histoires et dit You never know, you never know. Toutes ces histoires, c'est tu sais jamais. Tu sais jamais ce qui se passe. Tu sais pas ce qui se passe dans la vie de quelqu'un d'autre. Tu sais pas qu'est-ce qu'il a fait, Bémet. Tout ce que tu vois, les informations que tu vois, elles sont passées par tellement de kelim. Et même si tu vois de tes yeux, tu sais pas ce que tu vois. Et ça, c'est avec toi, tu dois faire. Meshone Freiler. Même ce que tu vois, tu as les preuves de toi-même, tu dois pas y croire. Ça, c'est Meshone Freiler. Tu dois passer au-dessus. Et j'ai entendu une histoire cette semaine. J'écoute un podcast génial d'histoire juive. Et il raconte qu'il y avait un type, j'ai oublié son nom, il s'appelle Yaakov et un nom russe, son nom de famille, j'ai oublié. Et le type, pendant la guerre, il a été pris, il est arrivé à Auschwitz. Et lui, le type, il était balèze, il était immense, il était costaud. Et il dit les types comme ça, avec un profil particulier, direct, tu vois, il saute à la sélection, tu vois. On le voit direct, tu vois. Et ils l'ont pris en tant que capot pour la section, je crois que ça s'appelait la section 11 dans Auschwitz, qui était en fait la prison à Auschwitz. C'est-à-dire, déjà, c'est une prison, mais dans Auschwitz, il y avait une prison. Et c'était les endroits où il y avait les pires tortures. Et lui, il s'est retrouvé capot là-bas. Et le type, après la guerre, il a survécu à la guerre. Et il est monté en Israël. Et il s'est marié. Et il a eu un enfant. Et sa femme aussi, c'est une rescapée d'Auschwitz. Mais elle n'a jamais su que son mari était un capot. Et il y a quelqu'un qui a appris ça, avec des recherches à Yad Vashem ou je sais pas quoi. Et ils ont décidé de faire un article sur lui dans un journal de gauche, dont je ne vais pas citer le nom. On sait déjà, ceux qui connaissent un peu en Israël, les bonnes intentions de ces gens-là, qui ont une bonne intention, ils veulent réparer le monde à leur façon. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont écrit un article et ils ont dit on a un capot qui se cache et qui vit sa vie normalement comme tout le monde à Tel Aviv. Et donc, ils ont donné son nom. Et donc, ça a été une bombe pour lui. Sa femme, elle a appris ça. Tout de suite, elle a pris son fils, elle est partie, elle l'a lâché. Et son fils, il a grandi, on lui a dit que son père, il était mort. Il n'a jamais su c'était qui son père. Son père, il est mort tout seul. Vraiment seul au monde. Et même, ils ont dit, je ne sais même pas s'il avait une matzeva quand ils l'ont enterré. Il n'y avait personne à son enterrement. Et après, ils ont commencé à faire des recherches. Quelques années après, je crois que c'est son fils même qui a commencé à faire des recherches. Après sa mort. Son fils, il a commencé à faire des recherches et il a appris que son père, c'était un capot. Donc à la base, il était choqué. Il a dit vraiment qu'il avait honte de ça. Et après, ces recherches, ils lui ont amené à plusieurs édouillottes, plusieurs témoignages. Et en fait, ils ont appris que son père, c'était un malach.
Mamash, c'était un capot, mais pas comme. Il y avait, même chez les capots, si on avait des pourris, et s'il y avait des gens qui utilisaient leur position pour sauver des gens. Et il y a une histoire qu'il y en a un qui a raconté. C'était un juif que ce qu'il faisait, il était dans la section 11 et il était comme ça vraiment dans un mauvais état, tu vois. T'imagines? Et le mec, il s'en fout, il dit, je vais aller, j'ai rien à perdre. Il tape à la porte du capot. Il dit, "A bissel Brot." Il dit un peu de pain. Et le capot, il vient dans sa cellule, il lui donne du pain. Et le type, à chaque fois qu'il avait faim, il tapait à la porte du capot et il lui donnait du pain. Et il lui a sauvé la vie, le type. Avec à chaque fois qu'il avait un besoin, il lui donnait du pain. Lui, il était responsable de la nourriture des prisonniers, donc il avait accès à tout. Et il y en avait un autre, il était, c'est-à-dire, il y en avait qui étaient prisonniers, mais la journée, ils travaillaient à leurs tâches dans les camps, et le soir, ils les mettaient dans la cellule. Et c'était quoi leur cellule? C'était une cellule tellement étroite, ils ne pouvaient pas s'allonger. Ils étaient obligés d'être debout. Donc c'était une torture, et en général, ils ne survivaient pas. Et il y en a un, il a été dans cette situation-là, et il va le voir quand il arrive dans sa section, et il lui dit Bist Yed. Il lui dit, tu es un juif? Il lui dit oui. Il lui dit, bon, il faut qu'on s'arrange pour te sauver, pour que tu survives. Alors, mais tu es sous ma responsabilité aujourd'hui, maintenant j'ai la responsabilité que tu survives. Donc ce qu'il a fait, il savait c'était les heures à laquelle il y avait les nazis, ils étaient présents dans la section, et la nuit, il y avait des moments où c'était le seul responsable. Donc ce qu'il faisait, c'est quand il arrivait l'heure où il partait, lui, il allait voir, il allait l'ouvrir dans sa cellule, il lui donnait son lit, à lui, son lit au capot, pour qu'il dorme. Lui, il dormait par terre. Et avant qu'il retourne les nazis, il le remettait dans la cellule. Et en plus, il lui donnait sa portion de soupe et de pain pour qu'il ait des forces et pour qu'il survive. C'est comme ça qu'il a survécu. Et après, le fils, il est aussi allé à Auschwitz, il a recueilli des témoignages, même de Polonais qui le connaissaient. Ils ont dit, j'ai jamais vu un capot comme ça. Normalement, les capots, ils sont vraiment des sauvages et tout. Et lui, il n'y avait pas de niveau de paix, c'est-à-dire il parlait bien, il était respectueux, jamais il y avait de violence, il n'y avait rien. Il y en avait un une fois, c'est-à-dire qu'il devait le frapper, tu vois, il devait le torturer. Et alors il va le voir, il lui dit crie. Et lui, il commence à taper sur la table. Il commence à donner des coups sur la table. Il crie comme s'il le frappait, tu vois. Donc tu vois, les gens, ils veulent faire du bien. Ils ont démasqué un capot qui se cache parmi nous. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont détruit la vie d'un type, que ce type, Bémet, c'était un tzaddik. Tu peux pas savoir. C'est-à-dire, c'est vrai qu'il y a la plupart les rabbinim, quand on leur a proposé d'être capot, ils ont tous préféré mourir que d'être capot. Mais tu peux pas savoir. Le type, il a survécu. Grâce à ça, il a sauvé des vies. Quand il dit, Rav Shlomo, you never know. Tu peux jamais savoir. La difficulté, c'est que ce serait trop facile de juste s'appuyer sur You Never Know et en fait tu peux tout repeindre avec du rose et tout est plus simple. La difficulté, ça, c'est la naïveté, c'est la limite entre la naïveté et ouais. le... Mais à quoi tu reconnais que c'est une vraie épreuve? C'est que le Yetzer Hara, il se met en long et en large pour te prouver les choses alpi émet, d'après la vérité. C'est-à-dire, on vient avec des preuves, on te montre des choses, on te déforme réellement la réalité dans tes yeux, dans tes connaissances, pour que tu aies toutes les raisons de croire que tu peux dénoncer quelqu'un, parler sur quelqu'un, mettre en garde sur quelqu'un. Pas que ça, que c'est une mitzvah. C'est une mitzvah. D'ailleurs, j'ai reçu un texte que je cherchais dans le Likutei Tfilot depuis quelques semaines. Minashamim, j'ai un copain qui me l'a envoyé il y a 2 jours. Tu vois ça, comment Rabbi Nathan, il écrit dans le Likutei Tfilot.
c'est une période où il est poursuivi. Il est vraiment, il y a des gens qui ont mis une, je sais pas comment on appelle ça en français, mais qui ont mis une fatwa sur lui, quoi, en gros, qui ont dit que c'était une mitzvah de tuer Rabbi Nathan. Et il a beaucoup d'opposition. Il y a même des gens, les anciens apikoros d'Ouman, les aristocrates qui viennent le voir, qui lui disent, tu sais, nous on peut parler au tsar et demain ils sont expulsés du pays, etc. Et il a toujours refusé ça. Il a toujours refusé qu'on s'en prenne à eux parce que c'est un des conseils de Rabbeinu au sujet de la marloquette, c'est de s'effacer complètement pour ne pas en fait atteindre plus vite la marloquette. Et il écrit cette prière dans une de ces périodes-là, qui est un truc. Quand on lit ça, ça remet tout de suite les choses en place. Il dit, il dit comme ça. Il dit Rachem alay ve'al tashriteni atzileni miriv ou marloket, sauve-moi de la discorde et de la dispute. Roussa al nafshi veshamreni shelo ate et atzmi lomar sheu mitzvah daber alelu. Protège-moi, aie pitié de moi, que je ne me trompe pas, sur moi-même et que je ne crois pas que ce soit une mitzvah de parler sur ces gens, Elo Anashim, qui est En Ani Chafetz Be Mitzvot Kaelu. Parce que je ne désire pas du tout ces mitzvot-là. Si ça c'est des mitzvot, j'en veux pas. Lo En Velos Raran. Ni je veux ces mitzvot-là, ni je veux leur salaire. Écrire ça dans un moment où on est poursuivi à mort, où on est à chaque sortie qu'on fait. Rabbi Nathan, il se rend au mariage de sa fille avec son fils en calèche. Il est attaqué sur le chemin. Pendant des heures, il est perdu. Tout le monde l'attend à la choupa. Il est caillassé. La calèche, elle se renverse. Il vit des choses qui sont insurmontables pour un homme. C'est terrible. Mais le derrière de Il y Rabbeinu, a aussi une histoire avec C'est même le. pas se taire, c'est plus que se taire, c'est vivre le fait que je veux même pas parler. Tu vois ce que je veux dire? Il y avait eu aussi une fois, je sais pas si c'est peut-être de ça que tu allais parler, Nissim, mais il y avait aussi une fois une histoire où il était avec ses élèves, Rabbi Nathan, et ils avaient parlé d'un certain opposant qui leur faisait vraiment du mal. Il y en a un qui a eu une parole un peu déplacée, compréhensive, mais déplacée, en disant il faut ce type-là, c'est une horreur. Faut qu'on se débarrasse de lui, quoi, d'une certaine manière. Faut qu'on arrive à contrer toutes ses attaques. Et Rabbi Nathan, il a été très dédaigneux avec cette parole-là. Il a dit mais qu'est-ce que tu racontes? Ça veut dire, à la fin, on va devoir le rapprocher. Il va devoir se rapprocher de la vérité authentique. Et c'est nous qui allons devoir nous occuper de ça. Alors pourquoi tu veux le repousser? Tu vas nous retarder le travail. Ne rentre pas dans sa folie à lui de vouloir t'attaquer. Ne rentre pas dans ça. Rentre pas dans ça. Nous, on doit voir plus loin. On doit être beaucoup plus élevé par rapport à ça. Non, par contre, dans les opposants, si tu lis les écrits de Rabbi Nathan, dans les Lim Troufa, il y a des endroits qui sont très très violents hein, sur comment il parle contre certains explicitement. Mais regarde ce qu'il a dit. J'ai envoyé ça à ma femme parce qu'elle avait me coucher avec ça. Il faut que je retrouve. Mais chez Rabbi Nathan, c'est très distancié. Ça veut dire que tu parles de leur opposition, mais tu parles pas d'eux-mêmes. Ça veut dire, tu sais que c'est le principe d'Azamra. Tu dis pas que le mal est bien. Tu n'essaies pas d'atténuer le mal. Le mal, c'est le mal. Mais dedans, il y a quelque chose. Regarde. C'est Rabbi Nathan. Je sais plus si c'était une tfila ou si c'était dans je crois que c'est Alim Letroufa. Il dit, et parce qu'il approche de la période de Pessah, et c'était dans la période très violente, il dit Vechen yevaer vichale veischof viakor kol sonenu virodfenu chinam. Il dit Hachem, il va brûler, il va détruire. C'est Isrof, c'est aussi brûler. Et Yakor, il va complètement déraciner tous ceux qui nous haïssent et qui sont rodef otano et qui nous poursuivent pour rien. Ou sheniske levaer achametz mikirbam, ou qu'on ait le mérite de brûler le chametz à l'intérieur de eux, veyashuvu kulam el haemet, et qu'ils reviennent tous vers le Emet, ou basé Chafat Tioter. Et ça, je cherche encore plus. C'est ça que je veux encore plus. Qu'Asher Hashem Yitbarach Yoda et Levavi, comme Hashem, il sait ce qu'il y a dans mon cœur. Il y a les deux, hein, il ne se laisse pas faire non plus. Hein. Il voulait surtout pas en fait faire partie de ceux qui poursuivent. Il préférait être poursuivi plutôt que de poursuivre. Mais il y a une histoire sur le Skulenerov. C'est l'admour de Skulen.
C'était en Roumanie. Lui, quand tu vas à Ouman, il y a le passage. Je suis passé par là-bas et je m'en suis rendu compte, en fait. Le passage, il y a un passage, si tu vas de la Roumanie à l'Ukraine, le passage, c'est Skulen. Ok. En fait, il habitait à la frontière entre la Roumanie et l'Ukraine. Je ne sais pas si politiquement, ça a toujours été une frontière, mais je sais que à l'époque des communistes, lui, donc la Roumanie, elle était communiste aussi, donc l'Ukraine aussi. Donc, en tout cas, ce qu'il faisait, c'est qu'il arrivait à sauver des Juifs et à les faire partir en général vers Israël avec des pots de vin, avec les autorités et tout. Donc, il a sauvé des milliers et des milliers de Juifs et il les a fait sortir de Roumanie pendant l'époque communiste. Et il a même été, à cause de ça, il a été dénoncé et il a été mis en prison, lui et son fils, jusqu'à ce qu'il y ait eu une intervention internationale, même je crois que je suis presque sûr que le rabbi de Lubavitch a intervenu avec les présidents des États-Unis et tout pour le libérer. Mais à cause de ça, il a beaucoup souffert en prison. Lui, il se prenait des coups. C'était Messirut Nefesh pour l'âme Israël. Et tellement qu'il est sorti de la fracasser physiquement, et son corps, il était massacré. Quelqu'un, il m'a dit qu'il l'a vu aux États-Unis. Il était déjà très vieux. Et il avait, à la table, au tige, il avait une kéhara en argent, tu sais, comme les Admorim, où il vomissait du sang. Il avait des litres et des litres de sang parce qu'il était dans un état pas possible. Et une des personnes qui l'a sauvé, c'était celle qui a été Moser Oto. C'est celle qui l'a dénoncé. Après qu'il a été sauvé d'Ukraine, il a été Moser Sanefej pour la sauver et la ramener en Israël. Et ils lui ont dit, mais comment tu fais ça? C'est elle qui t'a dénoncé. Tu as été en prison à cause d'elle. Tu vas dire, à cause d'elle, tu n'as pas mis les tefilines. À cause d'elle, tu étais pendant, je ne sais plus dans quelle période il était. C'était pendant Pessah et tout, il était en prison. Il lui a dit, tu peux pas savoir à quel point ils te donnent, les communistes, ils font, et comment dire, ils font ça que c'est, ils te donnent l'envie de dénoncer, comme si c'était genre le but de ta vie, quoi. Comment ils font ça? Ils ont des moyens pour rendre les gens des collabos. Tu peux même pas imaginer c'est quoi tu peux même pas imaginer c'est quoi être à sa place. Donc pour lui, c'était rien. C'était rien. C'est-à-dire, il a aucune haine, aucun truc. Ça, c'est bémet. C'est un niveau de Mishron et Freiler impossible. Il lui dit, ok, si tu veux, tu te venges pas, tu dis rien. Mais tu vas être Moser Nefesh, c'est-à-dire tu te sacrifies, c'est-à-dire tu mets ta vie en risque pour sauver cette personne qui t'a dénoncé. Et il y en avait un autre. J'ai plein d'histoires comme ça avec la chose. Il y en avait un autre. Le point Godwin. Je crois que c'était Le point Godwin, il est vite arrivé dans la vidéo. Je connais pas cette point Godwin, c'est un théorème qui dit que avec Hitler, plus une conversation dure et plus tu peux être amené à parler d'un sujet particulièrement. Donc généralement, on dit plus une conversation est dure et plus c'est sûr qu'à un moment tu vas parler des nazis. Oui, c'est ça. Non, dans les commentaires. À un moment, s'il y a le point, on arrive. Ça arrive toujours très vite, tu vois. Moi, avec mon pote Abraham Daniel, on l'exclut très vite. On s'appelle, on dit nazi, on dit bon, ça c'est bon, on l'a fait, on peut passer à autre chose. Il y en a un, je crois que c'était en Pologne. À l'époque, ils savaient que... Ah non, les Polonais, c'était les premiers. Donc, je sais plus. Un des pays de l'Est. Mais Tsareno, il y a tellement d'histoires comme ça que je ne me rappelle plus de tous les détails. Et ils savaient qu'ils allaient arriver bientôt, les Allemands. Et chacun, il faisait les Saïchtadlout, ce qu'il pouvait faire pour pouvoir se sauver. Donc, il y en a un qui il avait acheté un visa pour lui et sa famille. Et il a mis dans la confidence 2 amis à lui. Et lui, il a dit, voilà, il sait que s'ils arrivent, lui, c'est bon, il a ses papiers, avec son visa, lui, il part avec sa famille et il s'enfuit.
Et donc, comme prévu, ils arrivent, les Allemands. Et donc, lui, il dit, allez, on se casse, je prends ma famille, on va. Et il va là où il a caché le visa, il a disparu. Et après, il se rend compte, un de ses 2 amis, il a disparu. Donc, il sait qu'il était dans la confidence, il a compris qu'il lui a pris son visa et il a sauvé sa famille. Et lui, donc, il avait plus rien. Et donc, il a été déporté, lui et sa famille. Sirius Black. Pourquoi? Peter Pettigrew. Peter Pettigrew, plutôt. Il a trahi ses amis, il a mis son autre ami en tôle et lui, c'est. Bon, si tu utilises une référence, il faut qu'elle soit juste. En gros, voilà, il a trahi son ami et il a préféré se sauver lui-même. Mais voilà. Et lui, donc, il a perdu toute sa famille. Il a été déporté. Et toute la guerre qu'il a été dans les camps, il avait une haine contre lui. Et il a dit, c'est ça qui l'a donné la force de survivre, c'était pour se venger. Pour se venger de lui. Et en fait, moi, je l'ai mal raconté l'histoire. Des années après, ils étaient aux États-Unis comme ça, ils étaient en train de marcher à Shabbat dans la rue. Et ils se croisent dans la rue et ils voient l'autre, il lui dit Shalom Aleichem, Git Shabbos. Et il ne continue sa route. Et les gens qui étaient avec lui, il dit tu le connais? Et il dit oui, c'était un ami de moi à l'époque, avant la Shoah, on était amis. Il dit juste, tu lui dis bonjour et tu continues, tu traces ta route. Et après, il lui raconte ce type-là, c'est lui qui l'a dénoncé. Et toute sa vie, il avait la haine contre lui. Il a dit qu'il allait se venger, il allait le massacrer et tout. Jusqu'à ce qu'après des années, il le voit dans la rue et il dit Shalom Aleichem, il trace. Continue. Juste, il a dit Shabbat Shalom. Il n'a rien dit. Combien d'années de travail, tu vois, pour digérer, tu vois ce qu'il a. Ouais, c'est une paix. Rentrer dans la tête que voilà, l'autre aussi, lui, il a pensé à sauver sa famille. Chacun, c'était chacun pour soi, tu vois. C'est lié avec le shalom, hein, le lashon hara, de toute façon, c'est cette idée-là de pas parler des autres, de pas même mal juger les autres, c'est lié avec le shalom. Le Chafetz Chaim, il dit la première barrière du lashon hara, c'est les kavzrout. C'est la première barrière. Mais dans le pasouk même, on dit ça. Miaï Shefer et Chafetz Chaim, Yamin Lirotov, Netza Shon Ramera, Usvetarem Davir Mirma. Bakosh Shalom Berotfeu. En fait, ça, si tu arrives à maîtriser ça, tu arrives à un shalom intérieur que c'est rien, quoi. Ça veut dire. Mais pour arriver à ça, c'est méchant et frère. Tu peux faire toute la logique que tu veux, même si tu cherches d'après la halakha, t'es pas obligé d'aller les khavsrout tout le monde. Il y a des exceptions. Même dans la lashon hara, il y a des gens sur qui parfois c'est permis, même encouragé de parler, de prévenir les gens, de dire cet homme-là il est dangereux, etc. Et il y en a aussi qui te diront d'après la halakha, tu es obligé de dire ça. Mais il y a plein de choses. À la derrière, tu récupères plein de choses. C'est-à-dire qu'il y a Meshon Freiler, mais il y a aussi le fait que dans Meshon Freiler, tu as aussi ce truc-là que tu dois. Tout ce qu'on dit là, ça t'encourage déjà à la Hanava. Ça veut dire d'avoir l'humilité de dire je connais pas tout et je suis pas Hachem déjà, je sonde pas le cœur de la personne. C'est possible que j'ai en face de moi quelqu'un qui est sur tous les aspects, d'après toutes les preuves, l'homme le plus pourri de la terre, et que dans son cœur il est complètement cachère, il est complètement en lien avec Hachem. Et l'inverse aussi. Il y a des gens qui ressemblent à des tzadikim, mais à l'intérieur ils sont complètement à l'envers, ils sont complètement fracassés. Donc ça déjà, ce You Never Know là, ce je sais pas, ça rejoint un peu ce qu'on disait la semaine dernière aussi, le fait de casser les louchot, de jeter cette connaissance, de dire en fait je sais pas, même si je vois pas. Comme les Béné Israël quand ils ont cru que Moshe il était mort, c'est-à-dire le Tzara il leur a montré. Mais il y a des fois, et c'est écrit aussi dans Chafetz Chaim, il dit, il a pas donné l'interdiction de parler, c'est la shmira. Il y a des fois, faut parler. Et donc, comme tu as dit, c'est hyper fin de dire je sais pas. C'est la facilité à dire je parle pas. Mais des fois, t'es chayav de parler. Et si tu parles pas. Il y a des catégories, t'es obligé. Alors là, c'est comme si tu avais parlé alors qu'il fallait pas. C'est très très fin. Rabbeinu, il dit qu'il y a 2 sortes de shalom. Il y a un shalom froid, qui est une guerre froide. C'est un shalom où il n'y a pas de dibour. Et il y a un shalom avec du dibour, avec de la parole.
et que ce shalom, il est mieux en réalité. Donc c'est fin, mais tu vois dans l'histoire Ah, c'est beau ce que du, tu dis. du Melech Hanav, l'histoire du roi humble, il le voit le sheker du pays, c'est-à-dire il est envoyé pour inspecter le pays, etc. Il le voit le sheker du pays et il le dit. Et il le dit pas à n'importe qui, il le dit au roi devant ses ministres. Donc il n'est pas dans une privation de je parle pas, j'ai peur de parler, je préfère pas m'aventurer dans ça, on va me regarder, on va me il le dit le truc. Mais à la fin, il a ce Meshon Efraïr, à la fin, il a ce Hadraba. Malgré tout, Qu'est-ce qui se passe à la fin déjà, rappelle-moi? à la fin, en fait, il inverse toute son argumentation. C'est-à-dire qu'il fait une argumentation où il déchire le pays. Il dit, Ok. mais sur qui t'es roi? Tu dis que t'es le roi du Hémet, t'es un roi humble et que t'es un roi de vérité. Mais sur quel pays tu règnes? C'est un pays de menteurs, de tricheurs, de corrompus, etc. Sur quel pays tu règnes? Mais il dit, mais Afal Piken, en fait, malgré tout, je pense que si t'es séparé de ton royaume, c'est parce que toi-même, tu supportes pas tout ça. Alors tu t'es mis à l'écart. Et là, en fait, il découvre la véritable nature du roi. Donc, ce truc-là Adaïn Ma'amin que rien que Birla, si la personne elle existe, si cette personne elle existe, si Hachem il a décidé que cette personne elle existe, qu'elle soit vivante, qu'elle soit pas encore morte, qu'elle a du temps pour faire tes choses, etc. Afal Piken, moi je peux pas parler. C'est comme il y a ce midrash avec Avraham Avinu qui a reçu quelqu'un et cet homme-là, et Avraham il demandait aux gens de faire les brachot. Quand il faisait Arnasat Orchim, quand il est rentré chez eux, la seule chose qu'il demandait pour commencer à leur parler de foi, Hachem il leur demandait de faire les brachot. Alors il y en a un comme ça qui a refusé. Alors Abraham il dit alors tu payes. Alors ton repas tu le payes. C'est pas les restos du cœur, tu payes ton repas. Il dit ok, c'est combien? Il donne un prix exorbitant, il dit mais ça va pas la tête quoi. Il dit bah si c'est comme ça, alors tu fais juste ce que je te dis, juste tu dis merci Hachem, tu remercies le bon Dieu qui a fait ce repas, etc. Il dit non, je veux pas, c'est pas mon truc, c'est pas mon délire. Et il y a cette argumentation jusqu'à qu'Abraham il s'énerve. Et que c'est la seule fois dans la vie d'Abraham où il a jeté quelqu'un. Il lui a dit alors Merila, si c'est comme ça, sors, ici t'as pas ta place. Et Hachem, il est venu me voir et il lui dit moi j'ai attendu 90 ans pour cet homme. Toi tu peux pas attendre 4 heures. Alors vraiment il est retourné le chercher. Il a encore repris son mal en patience et il a travaillé avec lui. Ce truc-là, c'est que nous on est dans le temps, dans l'instantané. Et le problème du Lachonara, c'est qu'il fige les choses. Tu figes la personne. Tu l'arrêtes sur un instant, un petit instant sur lequel tu l'as vu faire quelque chose. Mais le temps pour Hachem, c'est rien. Il y a une continuité, il y a une évolution. C'est justement parce qu'il est à ce niveau-là de faute, des trucs que sa teshuva, elle va être encore plus belle, ou quel est le résultat de quelque chose qui s'est passé avant, ou quelque chose qui va se passer après. Mais quand tu fais du Lachon Hara, tu arrêtes le temps, tu figes le temps et tu juges, tu condamnes avant même que l'action soit terminée. Nous, alors, les fois où on devrait parler, d'après tout ce que tu dis, il y aurait toujours une manière de ne pas le dire. Mais regarde dans Quelque le sorte. Rafetz Chaim les conditions Ouais, il y en a. dans lesquelles tu dois dire. Tu as 6 conditions. Il y a 4 conditions, enfin 4 efcharout, et chaque efcharout, elle doit remplir 8 conditions, mais il faut pas qu'il en manque une, quoi. Ouais, non, juste une exception, ça veut dire que tu n'as pas le droit de dire. Ouais. Il faut que tu vérifies que les richonnes, il faut que ça soit complètement désintéressé, avec un bon cœur, que tu as essayé une autre manière et que ça va pas marcher, et que tu es sûr que ça va marcher ce que tu vas faire. C'est Que tu n'as aucune irritation contre cette Ouais, personne-là. c'est ça. Et t'assaisonnes pas le truc parce que ça te pique, tu sais. Ouais. Manu, j'ai kiffé ce que tu as dit à la fin. C'est magnifique. Je sais plus ce que j'ai dit. Tu as parlé du Non, c'est figé dans le quand tu temps, en parles fait. des nazis. Quand tu vois une action... Non, quand tu vois une action de quelqu'un, tu dis, mais ce que tu as dit, c'est Met. Je dois y aller, les frérots, si vous voulez couper juste avant. C'est fixé dans le temps. Bah, viens, on finit. Allez. Non, mais je peux pas, moi. Non, c'est bon, c'est fini. Ah. Ezrat Hashem. Allez, quand on aura un peu plus de budget, on s'achètera un petit studio avec la table ronde et tout. Ezrat Hashem. Yalla. Chodesh Tov. Chodesh Tov, Bye.